Deux économistes sur le plateau. Alors je vais me tourner vers eux en tout premier parce qu'à travers ces mesures, on l'avait déjà deviné la semaine dernière, on sent bien que ce que l'exécutif veut sauver, c'est l'économie du pays justement. Il faut absolument sauver cette économie qui a été fortement marquée par les 3 confinements des années 2020 et début 2021. Ces mesures peuvent être encourageantes pour l'économie, mais moi je me pose quand même une question. Pourquoi baisser la quarantaine de 10 à 7 jours, alors qu'avant elle était de 10 jours? Pourquoi ça devient de 7 jours? Est-ce qu'il y a des raisons de santé qui permettent de réduire cette Normalement, oui, et c'est surtout pour permettre aux personnes de retourner travailler plus rapidement. Surtout, oui, mais il faut aussi que ça soit également justifié pour des raisons sanitaires. Parce que si quelqu'un transmet le virus malgré tout, c'est quand même un échec. Ça veut dire que vous restez inquiet, apparemment? Inquiet, non. Sur la vague Omicron, on a des données qui viennent d'Afrique du Sud, qui viennent du Royaume-Uni, qui montrent que c'est un virus, certes, beaucoup plus contagieux, mais où les gens qui le contractent sont beaucoup plus asymptomatiques et qui n'entraînent pas de surplus de décès. Donc je suis optimiste, mais très réservé. Philippe Murat, c'est vrai que elle a déjà commencé cette campagne. Oui. Mais par contre, on n'entend pas beaucoup parler de la situation de l'hôpital auprès des candidats, justement. Pour l'instant, le sujet n'est pas évoqué. Il va falloir l'aborder si on veut justement rentrer de plein pied dans cette campagne. Oui, tout d'abord, j'aimerais revenir sur ce dernier variant. C'est peut-être le dernier variant. En réalité, on n'en sait rien. Tous les experts médicaux qui se sont bousculés sur le plateau on dit après la deuxième vague, il n'y en aura plus, après la troisième, il n'y en aura plus, etc. Il y en aura 10 ou 15, etc. Il est possible qu'on ait encore du coronavirus dans les prochaines années à venir, avec des vagues beaucoup moins dangereuses. Peut-être plus contagieuses, mais de moins en moins dangereuses. Est-ce que ça veut dire que l'économiste que vous êtes se réserve un petit peu pour l'avenir économique de notre pays, mais tout comme du reste de la planète d'ailleurs? Si le virus est là tout le temps, l'économie s'en portera affectée. Non, parce que si le Covid ne devient qu'une grippe, on ne va pas fermer l'économie pour une grippe à la fin. Oui. Donc, c'est ce que certains disent déjà en prenant le coronavirus pour une grippe. Non, je dis pas que le coronavirus est une grippe, mais moi j'entendais des experts médicaux au début de la vague qui nous disaient justement que l'on allait avoir un variant à un moment donné plus contagieux mais moins dangereux, et que ce serait le début de la fin, et qu'on aurait après un Covid qui va rester dans l'humanité, mais qui sera à des formes beaucoup moins graves, et peut-être que nous aurons, comme le Covid, des rappels vaccinales, mais au lieu que ce soit tous les 3 mois ou tous les mois, tous les ans, et pas forcément pour toute la population. On avait déjà parlé de cette question, il me semble, lors de la première et de la deuxième vague. C'était pas par rapport au vaccin, mais on avait lancé ces rumeurs, ces idées qu'on ne pourrait pas soigner tout le monde à l'hôpital, qu'on allait devoir forcément faire du tri. Ça n'est pas arrivé, et je pense pas que ça arrive. Et un médecin, il soigne une personne qui est malade. Peu importe, comme vous disiez, si elle a été alcoolisée ou pas. Peu importe. On peut faire un parallèle peut-être plus proche avec la grippe. On ne demande pas à quelqu'un qui aura des complications de la grippe s'il est vacciné, grippe ou pas, chaque année. Tout à fait. Et puis si jamais il arrive, ce qui est une horreur pour un médecin, de faire le tri. Moi, j'ai discuté avec un médecin récemment. Il m'a dit que le choix ne se faisait pas et n'allait pas forcément se faire sur la question de si la personne était vaccinée ou non vaccinée, mais sur la chance de survie après la réanimation. Il m'a dit, entre une personne de 90 ans vaccinée et une personne de 30 ans non vaccinée, malheureusement, on sauvera la personne de 30 ans. On disait tout à l'heure sur ce choix qui se fait de toute façon lorsqu'on exerce. Mais il n'est pas arrivé avant, et pour l'instant, il n'est pas encore là, et ça ne sert à rien d'effrayer les gens. Oui, des propos complètement honteux de ce médecin. C'est vrai, là aussi, on se rend bien compte entre la petite entreprise qui produit des choses. On imagine mal une chaîne de production, évidemment, se mettre en télétravail, et pourtant, ça commence demain. Oui, encore une fois, ce sont les entreprises qui sont impactées. On va rajouter une nouvelle couche normes et de réglementation sur nos entreprises qui en subissent déjà assez. Et en effet, toutes les entreprises ne peuvent pas faire télétravailler tous leurs salariés, mais aussi tous les salariés ne veulent pas télétravailler. Il y en a pour qui, même s'ils le peuvent, ne le souhaitent pas car ils travaillent moins bien. Et nous avons d'ailleurs fait une étude à ce sujet sur l'IREF où nous avons montré que finalement le télétravail entraînait une baisse de la productivité des entreprises. Donc moi, je suis assez réticent à un télétravail obligatoire, surtout que généralement, dans de nombreuses entreprises, le télétravail est déjà mis en place et depuis un certain moment, ils n'ont pas entendu les consignes et les obligations du gouvernement pour le faire. Émeric Belot, un dernier mot sur le sujet et puis on enchaînera avec... On change de sujet après.
Plutôt, je ne sais pas si un pass vaccinal et l'urgence, de toute façon, le pass sanitaire était un pass vaccinal. Je ne connais personne qui se faisait tester PCR tous les jours pour avoir son pass sanitaire. Soit les personnes utilisaient un faux pass, soit tout simplement le pass du père, de la mère ou de quelqu'un de la famille. Ça, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup. Plutôt que de faire un pass vaccinal, moi, il me semblerait cohérent, justement, d'encourager la vaccination des personnes à risque, des personnes avec des comorbidités, qui sont justement des personnes non vaccinées à comorbidité, qui engorgent justement les services de réanimation. Donc c'est plus sur ces personnes-là qu'il faut faire un effort que sur toute la population. Merci pour vos... L'Union européenne, et c'est ça que ça Parce dit qu'il en prend symboliquement. la présidence aujourd'hui. Je pense que s'il n'avait pas voulu chercher la polémique, Emmanuel Macron et le gouvernement auraient tout simplement décidé, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2008, d'associer le drapeau européen, parce que oui, la France préside l'Union européenne, qu'on soit pour ou contre, c'est un fait, mais que ce drapeau européen soit aux côtés du drapeau français. C'est la France, pas à sa place actuellement, qui préside l'Europe. Mais je pense que c'est voulu et c'est cherché dans l'optique de la présidentielle pour essayer de mettre un clivage entre les pro-Europe ou européistes et ceux qui sont pour une Europe avec la France et les autres qui sont pour une France qui sort de l'Union européenne. Et pourquoi être français, c'est pas forcément aimer la France. C'est d'abord être né français, tout simplement. C'est avoir ses parents français, ses grands-parents, etc. Mais une fois qu'on est français, il faut l'aimer quand même pour pouvoir adhérer. En revanche, voilà, pour les populations immigrées qui veulent venir en France, aimer la France, c'est forcément la condition ultime pour pouvoir espérer être français. Et aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez des gens qui deviennent français et qui n'aiment pas la France. Et c'est ça le premier problème. Ces gens-là ne devraient pas être autorisés à devenir français. Si on n'aime pas la France, je ne vois pas pourquoi on en deviendrait citoyen. Que des gens qui sont français parce que leurs ancêtres vivent là depuis des siècles, c'est un fait. Ils sont français. Mais quelqu'un qui veut immigrer en France et qui vient dans ce pays, forcément, il faut qu'il aime la France. On est encore en démocratie, mais cette démocratie, elle est très défaillante. Et pour voir une démocratie qui fonctionne correctement, il faut se pencher et regarder vers ce qui se passe, par exemple, en Suisse, qui est l'un des exemples d'une démocratie qui fonctionne. Pourquoi elle fonctionne? Parce que vous avez une action politique qui est très décentralisée, parce que vous avez des référendums qui arrivent assez souvent, régulièrement tous les ans, et aussi parce que vous avez une dose de liberté dans plusieurs domaines très haute. Et c'est ce qu'on n'a pas en France. En réalité, nous ne sommes plus dans une démocratie libérale, mais nous avons rejoint le clan des démocraties illibérales. Alors quand on fait des leçons à Viktor Orban ou à la Pologne, je pense qu'il faudrait d'abord regarder ce qui se passe en France. Voilà.